Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportés sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière, et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Si Lamartine était venu en Chine, ce poème aurait pu naître ici, tant il semble s'adapter au décor et à l'histoire de ce lac magnifique. Mais cette étendue d'eau qui répond au nom de Lougou a, outre sa beauté, une caractéristique originale. Pour l'une des ethnies qui depuis toujours vit sur ces berges, le lac Lougou est presque une divinité, en tout cas un sens à la vie. Les Mossous l'appellent Shinami, ce qui signifie lac-mer dans leur dialecte. Et ses reflets sont depuis plusieurs millénaires les complices indirects de leur étrange liberté. Je m'appelle Tuan Toulamou, j'ai 21 ans, je suis Mosso et j'habite un petit village à une 50aine de kilomètres d'ici qui se nomme Api. J'ai 2 enfants, mais je ne suis pas mariée. La société Mosso est matriarcale, elle n'est pas soumise à la contrainte du mariage. D'ailleurs, j'ai eu 2 enfants avec 2 amants différents. Ma famille et moi-même les élevons sans l'aide de quiconque et encore moins de leurs papas respectifs. C'est dans notre tradition et ce matriarcat est la base de notre culture. Ignorant l'institution du mariage, considérant le serment de fidélité comme une hérésie, ce peuple vante les vertus de l'amour libre et confie aux femmes la gestion de la famille. De nombreuses légendes alimentent leurs croyances, comme celle qui fait appeler mangeoires à cochons les barques des riverains du lac. Lors du déluge, une femme Mossou aurait utilisé la mangeoire de ses cochons pour survivre aux inondations. Certains sites sont aussi pour eux sacrés, et parmi les hautes montagnes qui entourent Lougou, se trouve Goumou, c'est la montagne mère, la déesse protectrice des Mossous. Le jour se lève lentement, et le soleil naissant ravive les teintes que la nuit avait dans sa noirceur enfouie. Le paysage peut être trompeur, mais nous sommes bien en Chine, à plus de 2700 mètres d'altitude, plus précisément dans le Sichuan, une région très montagneuse sur les contreforts tibétains. Qui dit montagne, dit aussi accès particulièrement ardu. Et un proverbe chinois prétend que le chemin du Sichuan est plus difficile que de monter au ciel. Un autre, plus célèbre, fait allusion au temps constamment nuageux de cette province. Au pays de Shu, le chien aboie quand le soleil apparaît. Dans la subtilité poétique chinoise, cela signifie que le soleil s'identifie à un étranger que le chien n'aurait jamais vu. Considéré comme le grenier à blé de la Chine, le Sichuan, avec plus de 100 millions d'habitants, est la province la plus peuplée du pays. On y compte plus d'une douzaine de groupes ethniques et l'attribution de son nom émane du découpage de son territoire, vers l'an 1000, en 4 districts. Sichuan signifie les 4 rivières, car ce territoire est arrosé par le Mekong, le Yangtze-Kiang, le Wang-He et la Salween. Mais cet ancien royaume de Shu est aussi surnommé Pays Céleste.
Cette vallée qui s'imprime à notre regard par son incroyable beauté s'appelle Aouzhou, ce qui signifie les gens d'ici. Elle se trouve dans le Sichuan, au sud-ouest de la Chine. Le village de 300 âmes dans lequel vit notre petite héroïne se nomme quant à lui Happy. Happy est un village sans mélange. La totalité de la population qui habite les quelques maisons qui s'érigent en son sein est Mossou. Une vraie société matriarcale, ou plus précisément matrilinéaire, car seule la femme donne la filiation de la descendance. Et matrilocale, parce que le foyer familial se trouve dans la famille de la femme. Le matriarcat est un système social, politique et juridique dans lequel les femmes exercent une autorité prépondérante, mais où l'homme garde une place importante. Ce n'est pas le cas ici. Cette société est matrilinéaire et matrilocale, car l'homme n'y a pas ou peu de place. Descendants des Qiang, un peuple guerrier du nord-ouest du Sichuan, les Mosso forment aujourd'hui une population de quelques 30 000 individus, une goutte d'eau dans cette masse chinoise. Si le gouvernement de Pékin, dont l'ethnie dominante est Han, reconnaît officiellement l'existence de 56 minorités ethniques, les Mosso sont noyés dans la catégorie des Naxi, une peuplade aux mœurs et cultures pourtant totalement différentes. Cela dit, le gouvernement du Yunnan, la province voisine, distingue depuis peu les Mosso comme un vrai peuple, certainement un pas vers une reconnaissance officielle de leur particularisme culturel. Comme toutes les ethnies qui peuplent la vallée Aouzhou, les Mosso de Happy sont éleveurs et agriculteurs. Et dans cette maison-clan, on ne déroge pas à la règle. Chacun s'attelle à son quotidien. Tuantu, comme chaque matin à cette heure-ci, doit s'occuper de ses 2 enfants. Modernité oblige, le costume traditionnel Mosso n'est plus de mise dans la vie actuelle. D'abord parce qu'il coûte maintenant très cher, et qu'ensuite, il n'est plus vraiment adapté aux différentes activités d'aujourd'hui. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Le revêtir ne relève ici en aucun cas du folklore. Nous le verrons plus tard, les traditions perdurent encore. Ici, les enfants appartiennent exclusivement à la mère et à son clan. Les frères des jeunes femmes prennent soin des nièces et des neveux qu'ils estiment comme leurs enfants parce qu'ils partagent le même nom de clan. Et les oncles accomplissent ce rôle de paternité sociale typique des sociétés matriarcales. Nous sommes 8 à vivre dans cette maison. Ma grand-mère, qui a 70 ans, ma sœur Shindo, que tu viens de voir, elle a 19 ans, mes 2 enfants, Pimo, 5 ans, et Pima, ici dans mes bras, 1 an. J'ai aussi un frère de 16 ans, un oncle de 45 ans, et ma mère, qui vient d'avoir 44 ans. C'est elle la dabou de cette maison. C'est elle la chef de notre famille. Chez nous, les Mosso, c'est la femme la plus âgée ou la plus compétente qui est chef de clan. Et en tant que telle, c'est elle qui administre les biens de cette maison. Dans ma famille, comme dans toutes celles du village, elle est secondée par l'homme le plus âgé. Et ici, c'est son frère, l'oncle dont je viens de te parler. La dabou programme le travail agricole, agit en tant qu'hôte pour les invités. Elle est la prêtresse de la maison clan, pendant les cérémonies importantes de la famille, comme les fêtes d'initiation des filles ou les cérémonies funèbres. Son frère, choisi pour être le représentant du clan, l'aide en organisant les affaires extérieures, qui impliquent la communication avec les voisins et la planification du travail des hommes.
Ces innombrables responsabilités n'empêchent nullement la Dabou, bien au contraire, d'assumer les tâches ménagères. C'est elle qui s'attache aussi, bien que cela ne lui soit pas obligatoirement dévolu, au fourneau. Outre les cérémonies, le repas chez les Mosso est d'une grande simplicité. Seulement quelques légumes bouillis et un peu de porc. Le tout coupé de thé salé au beurre de yak et d'un peu d'alcool de maïs pour atténuer l'aigreur de la viande. Je suis Aochu, la mère de Twentu, mais je suis aussi la Dabou, la responsable de cette famille. La Dabou est choisie par le reste de la famille, non pas en fonction de son âge ou de sa précédence dans les liens familiaux, mais en raison de ses talents. Pourtant, même si on me reconnaît une certaine autorité, je ne prends pas de décision pour le reste de la famille. Les affaires sont discutées par tous et on décide ensemble. Les femmes qui vivent dans une famille matrilinéaire jouissent d'un plus grand prestige que celles qui vivent dans une famille conjugale. Elles seules ont le droit de s'asseoir à la place d'honneur près de l'âtre, c'est-à-dire à la gauche du dieu Zabala, là où dans les familles conjugales, elles ne sont qu'assises avec leur mari. Un proverbe Mosso dit « Quand une femme s'unit, elle part pour devenir le chef d'une famille. Sans charrue, on ne peut cultiver la terre. Sans Dabou, il n'y a pas de famille. » Une grande majorité des Mosso vivent encore comme la famille de Twentu. Ils appliquent les modèles de matrilinéarité et de matrilocalité dans ce type de grandes maisons clans qui sont toutes construites de la même façon autour d'une unique place. Chaque personne de la maison clan porte le nom de la Dabou, la mère du clan. Ici, c'est Lamou. Nous n'avons pas pu savoir ce que cela voulait dire, mais ces noms, choisis et transmis depuis des siècles, signifient par exemple mère tigre, mère serpent, mère puma, mère arbre. Chaque femme choisit ses amoureux comme elle le souhaite. Les liaisons amoureuses sont facilement commencées et facilement interrompues, dès que l'un des amants le désire. L'amoureux a le droit de visiter son amoureuse la nuit dans la maison du clan de celle-ci. Mais le matin suivant, à l'aube, il doit la laisser, car il n'a aucun droit de vivre avec elle. Ainsi, on assiste à un étrange ballet, car chaque soir, les frères partent de la maison clan et les amoureux entrent. Et chaque matin, les amoureux partent alors que les frères reviennent. Un homme Mosso a des droits et des devoirs dans la maison de sa mère, mais aucun dans la maison de son amour, où il n'est considéré qu'en invité. Je suis Shindo, la sœur de Twentu. J'ai 19 ans et pas encore d'enfant. Je suis un peu en retard à ce niveau par rapport à ma sœur, mais cela a très peu d'importance. Par contre, j'ai un amant, un jeune homme qui vient d'un autre village que je vois régulièrement le soir. Peut-être me fera-t-il un enfant.
Chez nous, les enfants qui naissent de nos relations peuvent ne pas connaître leur père. Et dans le cas contraire, celui-ci n'est considéré que comme un géniteur et n'a aucun droit sur l'enfant. Dans la tradition Mosso, la mère possède la graine et le père n'est que l'arroseur. À ce propos, nous avons un dicton. Si la pluie ne tombe pas du ciel, les herbes ne poussent pas dans la terre. Même si les pères maintiennent parfois des rapports affectifs avec leurs enfants, ils n'ont aucune obligation matérielle. Comme dans toutes les sociétés humaines, il existe chez les Mosso des règles qui interdisent l'inceste. Et on ne peut avoir de rapport amoureux qu'avec ceux qui sont hors de la famille maternelle, mais aussi hors de la famille paternelle. Des voyageurs racontent avoir entendu dire « Nous avons une maman, mais pas de papa ». S'il est faux de dire que les femmes Mosso ont des maris, dire qu'elles en ont plusieurs est tout aussi inexact. Les relations chez les Mosso relèvent plutôt de la monogamie, même si elles ne sont pas nécessairement stables. En tout état de cause, cette famille s'applique à maintenir ses traditions, qui pour elle sont d'un naturel évident et surtout, qui sont adaptées au quotidien. Un ordinaire certes récurrent, un schéma identique qui en règle générale se reproduit chaque jour. Outre les bêtes, seul le travail au champ leur permet de vivre. Et c'est à l'homme qu'incombent les travaux les plus difficiles. En l'occurrence ici, le frère de la Dabou et l'oncle de Twentou et de sa sœur. Cette société à domination féminine est d'une grande sérénité et surtout d'une grande sagesse. Le tonton a plus de 45 ans. Il a des enfants avec plusieurs femmes qu'il voit parfois. Et d'après ses dires, il ne conçoit pas de vivre autrement. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes éduqués de cette façon. Le rôle de l'homme dans la société Mosso est en retrait par rapport à la femme. Mais il ne faut pas croire non plus que nous ne sommes pas considérés, bien au contraire. Étant l'homme le plus âgé de notre petit clan, c'est moi qui ai la responsabilité des tractations financières pour la famille. L'organisation, comme tu le vois ici, du travail des champs, et c'est aussi moi qui accueille les hôtes de notre maison. L'homme dans cette société n'a pas l'impression d'être rabaissé. Cette vie nous convient parfaitement, et puis certaines ethnies nous envient sans vouloir l'avouer. Il y a très peu de conflits dans la société Mosso. Il n'y a pas d'ego masculin surdimensionné. Depuis leurs origines, les Mosso n'ont pas connu de guerre, tout du moins dont ils auraient été les instigateurs. Et puis pourquoi en serait-il autrement? Ce peuple paisible n'a pour toute richesse que les maigres ressources de sa terre, et particulièrement, comme beaucoup d'autres ethnies de la région, voire du pays, l'exploitation de ses rizières. Comme partout dans le monde, la culture du riz se déroule avec les mêmes étapes essentielles. Le labourage et le herçage, étapes que l'oncle pratiquait tout à l'heure, la déplantation et le repiquage. Twentou et sa sœur, avec quelques personnes du village, sont en train de déplanter pour repiquer cet après-midi. Il faut savoir qu'ici, le travail au champ se fait collectivement. Aujourd'hui, ce sont les parcelles de la famille de Twentou que l'on exploite, et demain, on s'attachera à en aider une autre du village. On se consacre depuis très longtemps à la culture du riz, car celui-ci a l'avantage de s'adapter à presque toutes les terres, de l'Afrique à la Chine, en plaine comme en montagne. Le riz est une des plus anciennes plantes vivrières cultivées. Cela remonterait à plus de 9000 ans. À l'origine des temps, le millet et le blé, sous toutes leurs formes, étaient les aliments de base des Chinois. Cependant, l'histoire, la culture, la mythologie et la vie de tous les jours sont marqués par le riz.
Comme pour le thé, on prête à l'empereur mythique Shennong l'introduction du riz en Chine et le rite annuel de sa plantation. Le riz remplaça donc les autres céréales comme nourriture de base des Chinois. Il apparaît à tous les repas, accompagné de légumes, viandes et poissons, et c'est leurs diverses préparations qui ont influencé la fabrication et l'utilisation des ustensiles de cuisine. Sur un plan plus spirituel, le riz fait partie des offrandes que l'on fait aux dieux, et les morts ne partent jamais pour leur dernier voyage sans un peu de riz dans la bouche, car le qi, l'âme, dans la tradition chinoise, est décrit comme la vapeur s'élevant de la cuisson du riz. Dans la famille de Tuan-tu, comme dans toutes celles du village, le déjeuner est généralement pris vers 14 heures. Tout le monde est réuni, même si l'on ne s'attarde pas à table. Il faut dire que la journée est loin d'être terminée. Il reste encore beaucoup de tâches à accomplir cet après-midi. Tiens, passe-la-moi. Passe-la-moi. Elle a tout juste 1 an. C'est pour ça qu'elle n'arrête pas de dormir. Elle passe de bras en bras à longueur de journée, en fonction des activités de chacun. Nos enfants sont particulièrement choyés, peut-être plus qu'ailleurs, et surtout les filles. Non pas que les garçons soient délaissés, mais dans nos croyances, les jeunes filles, comme tu as dû t'en rendre compte, sont mises plus en avant. Dans notre culture, l'importance revient toujours à la femme. C'est elle qui donne la vie. L'homme n'est qu'un artifice à cette vie. C'est ma mère qui, dans cette maison, m'a aidée à accoucher de mes 2 enfants. Et j'en ferai de même pour mes 2 filles. Les Mosso sont aussi un des très rares peuples de Chine qui n'ait pas, même pendant la révolution culturelle, subi les contrôles de naissance. Encore maintenant, les familles chinoises doivent, pour avoir droit à un 2e enfant, en formuler la demande aux autorités. Ici, on peut en avoir 3, comme la Dabou, 4 ou même plus. Je vais faire un peu de thé avant que tout le monde ne parte au champ. Comme te l'a dit Tuan-tu, les enfants appartiennent exclusivement à la mère et à son clan. Mon frère prend soin de mes 2 filles, de ses 2 nièces car il les estime comme ses propres enfants. Elles sont de son clan. Mon fils prendra les mêmes dispositions avec les filles de Tuan-tu. Ici, les oncles accomplissent le rôle de paternité sociale et les enfants qui composent la 4e génération Mosso sont considérés comme des ancêtres renaissants. C'est pour cela que nos enfants sont sacrés, car ils viennent du royaume des ancêtres. Les aspects matériels, les questions de propriété, l'éducation des enfants, tous les sujets sur lesquels bon nombre de couples vivant ensemble vont se quereller tôt ou tard, n'existent pas pour les amoureux du peuple Mosso. Ils s'aiment sans contrainte. Il n'y a pas de mariage arrangé ou pire, forcé. Ils se sont simplement choisis et lorsque l'homme se languit de sa compagne, il va la voir. Pour l'heure, on repique. Il faut aller très vite car avant la tombée de la nuit, tout doit être terminé. D'abord parce que les plants récupérés ce matin ne survivraient pas et qu'ensuite, tous les villageois présents aujourd'hui doivent, y compris Tuan-tu, s'activer demain dans un autre champ pour une autre famille. On a une récolte de riz par an, mais on cultive aussi du blé noir et des haricots. Avec l'élevage, c'est ce qui nous garantit l'essentiel de nos subsistances. Nous ne vendons pas notre production. Elle est uniquement destinée aux besoins de la famille. Pour ce qui est de l'argent frais, on se débrouille. Par exemple, ma sœur et moi, nous faisons parfois quelques petits boulots. Entre autres, nous travaillons régulièrement pendant la saison touristique dans un hôtel proche du lac Lugu, en aidant en cuisine ou comme femme de chambre.
Même si le soleil a commencé à descendre derrière les monts environnants, il reste encore énormément à faire pour ce petit clan. Comme chaque soir, on s'occupe des bêtes, activité importante, car avec les terres cultivables et la maison, c'est l'unique patrimoine de cette famille. Depuis toujours, la propriété communautaire des Mosso reste la même, de génération en génération. La famille, une fois sa subsistance assurée, ne fait aucun effort pour agrandir ce patrimoine. Il y aurait même un certain dédain ou une paresse pour ne pas richement décorer son intérieur, ne pas améliorer la circulation en eau potable ou tout simplement ne pas installer un minimum de confort pratique et hygiénique. On se dépêche, car nous avons encore beaucoup de travail à accomplir avant la nuit, moment où nos amants vont arriver. Par respect, ils ne doivent pas nous attendre. Mon ami vient d'un village très éloigné. Comme tu as maintenant pu le constater, les hommes et les femmes, dans notre tradition, s'unissent sans former d'alliance, simplement pour la durée d'un amour, parfois éphémère ou pour des intérêts communs. Cela peut aller de quelques jours à toute une vie. Cette union particulière est appelée Axia. Quand un homme et une femme s'unissent, ils deviennent Azu et Asa, c'est-à-dire qu'ils sont devenus des amis intimes. Si les pères entretiennent parfois des rapports affectifs avec leurs enfants, comme c'est le cas avec ma première fille, ils n'ont pas d'obligation matérielle. Partout, dans toutes les maisons du village à cette heure-ci, on assiste à un étrange manège. Les familles se dépeuplent de tous les hommes présents, c'est-à-dire frères ou oncles, qui se dépêchent de se préparer afin de rejoindre la couche de leur maîtresse. Je suis Tuji, le petit frère de Twentu. Nous sommes 2 hommes adultes à vivre dans cette maison. Tous les soirs, et à peu près à cette heure-ci, nous quittons la maison pour nous rendre chez nos copines ou compagnes. Moi, ça date de peu de temps. J'ai tout juste 17 ans. Je suis encore un peu jeune, mais j'ai quand même une petite amie que je fréquente depuis 6 mois. On reviendra ici demain matin, un peu avant le lever du soleil, car notre coutume oblige les amants à quitter la maison de leur amour avant le lever du soleil. Il vaut mieux respecter la coutume, car une légende raconte qu'un amant de la déesse Gumu fut pétrifié parce qu'il avait oublié, dans un moment de passion, de rentrer avant le lever du soleil. On le voit encore aujourd'hui, tout à côté de la montagne qui représente la mère protectrice des Mosso. Il tente encore de s'échapper. À partir de maintenant, et pour un court instant, les femmes se retrouvent, comme chaque soir, seules. On en profite pour dîner, mais aussi pour faire le point sur la journée écoulée. 4 générations se côtoient dans cette pièce, et ces courts moments d'intimité entre elles sont indispensables
ne serait-ce que pour continuer à préserver leur forte tradition. Tout à l'heure, Twentu et sa sœur, accompagnés ou non, rejoindront leur chambre située de l'autre côté de la cour centrale. La Dabou et la grand-mère dormiront ici, dans cette pièce, avec leur petite fille. À une trentaine de kilomètres du village de Hapi, les hommes, tous Mosso, quittent aussi leur famille. Le père du premier enfant de Twentu s'apprête à les rejoindre. Je m'appelle Lompu. J'ai 27 ans et je suis l'ami et le papa de la première fille de Twentu. Ça fait un peu plus de 7 ans que nous nous connaissons. J'habite ce village, mais en semaine, je suis plutôt en ville parce que j'y travaille. C'est pour moi plus facile quand je suis en ville de rejoindre la couche de Twentu. C'est plus pratique et surtout moins loin. C'est d'ailleurs à Yongling que j'ai rencontré Twentu. On s'est tout de suite plu et très rapidement on est devenu Axia. Le début d'une relation n'est jamais facile pour un homme. Tant qu'il n'a pas été présenté officiellement à la Dabou, il ne peut pénétrer dans la maison. Alors bien sûr, on fraude. C'est aussi quelque chose de courant. On brave les interdits pour pénétrer dans la chambre de la jeune fille. Tout le monde connaît ces interdits bravés, et cela fait partie des conventions non dites de l'amour. Par contre, on doit faire preuve d'inventivité. On ne doit pas se faire prendre. Ce serait presque considéré comme une injure. Et le plus dur, ce sont les chiens. Car après avoir escaladé le mur d'enceinte de la maison, on doit passer la barrière des chiens. Toutes les familles Mosso en possèdent. Et bon nombre de jeunes garçons se sont fait mordiller les mollets, et parfois pire. La seule véritable solution, c'est d'avoir des boulettes de viande, mais là aussi, ce n'est pas simple, il n'est pas toujours facile d'en trouver. Nous avons une vie simple, mais nous sommes heureux comme cela. Pourtant, notre mode de vie n'a pas toujours été facile à préserver. Pendant la révolution culturelle, on nous a soumis à de fortes pressions pour que l'on se soi-disant modernise. On a essayé de nous faire abandonner notre système de vie familial. Les autorités nous plaçaient à un rang des plus primitifs et des plus amoraux. À cette époque, on nous forçait au mariage. On nous retirait par exemple le droit au coupon de céréales et d'autres choses essentielles si nous ne fournissions pas de certificat de mariage. Mais on n'a pas cédé. On a tenu bon et aujourd'hui notre culture demeure. Lompu vient d'arriver. Depuis peu de temps, il vient régulièrement revoir Twentu. Il était parti pendant de très longues années travailler à Canton. Entre-temps, Twentu a pris un autre amant, celui qui est devenu le père de son deuxième enfant. Lompu est revenu et Twentu a décidé de mettre un terme à cette deuxième liaison. Ce matin, on change de costume. Twentu, accompagné de sa sœur et de sa mère, se rend au temple de Yongling pour prier. On en profitera aussi pour faire quelques emplettes. Les prétextes d'aller en ville sont rares, alors il vaut mieux s'organiser pour tout regrouper. C'est aussi une des occasions de revêtir la tenue traditionnelle Mosso. Mais cela ne tient en rien du folklore. Il est encore obligatoire de prier dans son habit de tradition. On va au temple prier. Il n'y a pas de règle pour cela. Du moins, dans notre tradition, dans notre système de vie, on y va dès que l'on peut. Ce n'est pas toujours facile, car la ville est loin. Donc à chaque fois, il faut se débrouiller pour trouver un véhicule. On sait depuis hier soir qu'un cousin qui possède une petite camionnette est arrivé au village dans la nuit et qu'il pourra acheminer la famille à Yongling. Pour rentrer, ils se débrouilleront. Il est toujours plus facile de trouver quelqu'un pour le retour.
Tu vois, nous aussi, on a notre équivalent du Dalai Lama, mais il est maintenant très vieux. Dans les années 30, le pouvoir de Lhasa a déclaré que Lossan, demi-frère du dernier roi des Mosso, était la réincarnation d'un Bouddha. Mais il ne vivait pas en territoire Mosso, et à force de tractation, on a réussi à faire venir Lossan à Yongling. Et il est devenu le premier Bouddha vivant des Mosso. À partir de 1956, année où le communisme a imposé l'athéisme, les cultes furent interdits. Lossan a été forcé de quitter ses habits de moine pour finir en résidence surveillée. Au milieu des années 80, il fut autorisé à revenir 3 jours par an dans sa contrée natale lors de la nouvelle année. Aujourd'hui, Lossan quitte de moins en moins sa demeure, située à plusieurs centaines de kilomètres d'ici. Trop vieux et trop fatigué, il n'a plus la force d'honorer son pèlerinage annuel au monastère de Yangling. Quand les Tibétains ont conquis le peuple de Twentue, il y a très longtemps, ils ont forcé les Mosso à adopter le lamaïsme, une variante tibétaine du bouddhisme. Mais le mythe raconte que Gumu, la mère protectrice des Mosso, rendue furieuse par le manque de respect des lamas pour la femme, est allée affronter les nouveaux dieux bouddhistes et les a convaincus de l'importance de la mère. De ce jour, Gumu a été intégrée dans le panthéon bouddhiste. Cette légende définit à elle seule le compromis. Elle caractérise les différences et admet ce syncrétisme dans la religion Mosso. Beaucoup de passages dans cette ville moyenne. En règle générale, toutes les ethnies s'y regroupent, ce qui donne, de par la variété des différents costumes, une extraordinaire coloration à ce marché permanent.
Les habitants de cette cité sont aussi en grande majorité d'origine mosso, mais contraints et forcés, ils ont délaissé leurs traditions. Pendant la révolution culturelle, les Mossos furent soumis à des pressions draconiennes pour se moderniser et abandonner leur système de vie familial. Tout était bon pour les inciter à vivre soi-disant normalement. Seuls ceux qui vivaient dans les villages les plus reculés échappèrent à cette persécution. Tout n'a pas toujours été facile pour mon peuple. Ma mère et mon oncle me le rappellent régulièrement. Durant la révolution culturelle, les attaques à l'égard de nos rites nuptiaux furent très dures. Sur les murs des maisons, les gardes rouges peignaient « Du passé faisons table rase et gloire à la monogamie socialiste ». Pendant ces années où contrôle policier et mariage étaient imposés, beaucoup choisirent le sacrifice de l'abstinence. Mais sous Deng Xiaoping, les livrets de mariage disparurent. Chacun alla rejoindre à grands pas sa matrilignée. Pourtant, aujourd'hui encore, de nombreux Mossos, par peur de cette époque, disent qu'ils sont mariés. Ce matin est un jour particulier pour la famille. Une cousine de Tuan Tu va être traditionnellement initiée. Un peu en retard, car la cérémonie doit se dérouler pendant le Nouvel An chinois. Mais la jeune fille qui répond au nom de Sapeche était ce jour-là très malade. Comme son initiation doit impérativement avoir lieu cette année, car elle vient d'avoir 13 ans, il a fallu trouver un jour propice dans les augures du chaman pour officialiser cette cérémonie. C'est donc aujourd'hui que Sapeche va être considérée comme membre à part entière du clan et surtout recevoir les clés de sa chambre, symbole de son passage à l'âge adulte. C'est un peu la fête pour nous aujourd'hui, car nous sommes invités à la cérémonie d'initiation d'une jeune cousine du village. C'est très important dans la tradition de mon peuple, car c'est à partir de ce jour qu'elle va récupérer son âme mosso. C'est pendant cette célébration que l'on donne à la nouvelle initiée le costume et le nom d'une de ses ancêtres. Ici, Sapeche. Dès lors considérée comme entièrement réincarnée en elle. Par conséquent, cette phase est très importante culturellement. Elle se veut être la grande fête de la Renaissance pour les Mossos. L'initiation chez les Mossos est intimement liée aux cérémonies funèbres. Le costume dont Sapeche va se parer tout à l'heure a été déposé, avec de la nourriture et de l'eau, bien avant ce jour, près du cercueil de son aïeul. Car lors du décès, les Mossos pensent qu'elle reviendra en tant que jeune fille. Un chaman appelé Daba et 2 moines bouddhistes ont en charge l'orchestration de la cérémonie. Les lamas récitent des tantras et ces textes saints constituant le fondement du tantrisme servent à bénir la jeune fille. Le Daba, lui, va invoquer tous les dieux de la montagne afin qu'ils apportent leur protection. Il fera brûler du noyer, dont les émanations purifieront par la suite le costume et la coiffe de la future élue. Puis, afin d'écarter les mauvais augures, il jettera du pain et une sorte de plante aromatique ressemblant au romarin dans le foyer central. Viendront ensuite les incantations, chargées d'éloigner tous les démons se trouvant encore dans la pièce avant que n'entre l'adolescente. Une sorte de marraine va accompagner Sapeche pendant son initiation. Cette femme, qui a le rang de mère adoptive, a été choisie peu de temps après la naissance de la jeune fille. Mais on ne l'a pas choisie au hasard. Dans la tradition, il faut que les dates de naissance et signes astrologiques soient compatibles. Le rôle de cette mère adoptive, comme dans beaucoup de religions, est aussi de s'occuper de l'enfant si sa vraie mère ne le pouvait plus. Le cochon séché sur lequel monte la future initiée s'appelle le Zubiaro. C'est la mère de cette dernière qui l'a élevé, puis préparé de la sorte en vue de cette cérémonie. Ce cochon représente un symbole de richesse.
Ainsi, offrir cet animal accompagné d'un sac de nourriture, c'est aussi souhaiter à Sapetche prospérité et succès pour le restant de sa vie. Le costume et la coiffe qui sont remis à Sapetche ont par tradition été placés sur la tête de son aïeul avant son inhumation. L'âme de cette dernière leur a alors pénétré pour qu'elle puisse aujourd'hui se réincarner en Sapetche. Chez les Mosso, on considère que 2 vies séparent l'avant et l'après de cette initiation. Une fois habillé, Sapetche ira s'incliner en signe de respect devant les différentes personnes présentes et les invités lui offriront quelques cadeaux. Dans ce type de cérémonie, les invités extérieurs à la famille ont une grande importance. Ils font office de témoins, car l'initiée doit être aussi officiellement reconnue comme une femme par tous. La famille offrira également quelques présents, voire argent, aux moines, aux chamans et aux invités. Tout le monde prendra place enfin autour du feu central. On boira du thé et on dégustera le zubiaro, ce fameux cochon séché sur lequel Sapetche prit place pour revêtir son habit. Pendant combien de temps ces traditions profondes vont-elles encore être préservées? La vallée de Twentou est encore protégée, mais la route, le goudron, ne vont pas tarder à arriver. Tous ces petits villages deviendront-ils des Mossoland, comme Loshui sur les bords du lac Lougou? Ce n'est plus le hameau de pêcheurs, dont le respect des traditions faisait, dans un passé pas si éloigné, la fierté du peuple Mosso. C'est maintenant devenu un énorme complexe touristique, pire, une réserve folklorique. Dans les petits restaurants qui fleurissent, comme par ponctuation à la multitude de boutiques de souvenirs, on y sert une nourriture adaptée au goût du visiteur qui n'a rien à voir avec le traditionnel repas local. Des tours en barque sont organisées, accompagnées de jeunes filles déguisées. À peine ont-elles posé pied sur l'une des îles du lac qu'elles se lancent dans un rythme endiablé, symbolisant la danse du feu, celle qui fit dire à bon nombre que chaque fille Mosso était une fille du feu. Dans cette mise en scène lucrative, mitraillée par des appareils photos surgissant de tous bords, on aperçoit, si l'on regarde de plus près, des djinns qui dépassent des tenues traditionnelles multicolores. Twentou souhaite garder ses traditions. Elle veut toujours être une fille du feu. Mais dans ce monde galopant à tout va, quelle valeur accorder à ce désir? Je n'ai jamais été à l'école et je ne sais pas si j'y enverrai mes filles. Je suis heureuse dans cette vie-là. En changer voudrait dire vivre comme ceux de l'extérieur, me marier et perdre certainement un peu de ma liberté de femme. Mes ancêtres et ma mère ont vécu comme cela. Je souhaite que mes filles et petites filles vivent comme nous et connaissent cet immense bonheur. Et Lamartine, en conclusion, aurait certainement rajouté « Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent, coulez, coulez pour eux.
Prenez avec leur jour les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. 亲爱的，亲爱的，亲爱的，爱你，就像山里的雪，恋我，就像山里的雪，恋我。高山下。